Assise à sa fenêtre, la reine d'Ithaque scrutait l'horizon. « Oh mon cher époux, murmurait-elle, quand te reverrai-je? Ces flots qui t'emportèrent jadis te ramèneront-ils un jour vers moi ?» Et comme chaque nuit depuis 20 ans, elle essuyait une larme en évoquant Ulysse, ravie à sa tendresse au lendemain de leurs noces par le devoir de guerre. La fière Troie est tombée, voici bientôt 10 ans. Après 10 ans de siège, tous les héros vainqueurs sont rentrés au logis, excepté un, le mien. Pourtant, je sais qu'il est toujours vivant. Mon cœur me le crie, et le cœur d'une épouse aimante ne ment jamais. Mais où est-il? Qui le retient? Quel ennemi ou quelle maîtresse? M'a-t-il oublié? Ou pense-t-il à moi autant que je pense à lui? Tout en soliloquant, elle s'activait sur le métier à broder où, armée d'une paire de ciseaux, elle défaisait point à point l'ouvrage de la veille. Quiconque approchait de près ou de loin l'île d'Ithaque connaissait la tapisserie de Pénélope. De l'aube au crépuscule, la reine y travaillait, le front penché, les genoux chargés de fils de couleur, faisant surgir de son aiguille les personnages d'une vaste scène mythologique. L'on pouvait y voir Zeus, debout dans les nuages, la foudre au poing, l'aigle à ses pieds. Sa compagne, la hiérarchique Héra, était à ses côtés ainsi qu'Athéna, vierge guerrière à l'œil impitoyable. C'était justement cette sombre figure que, depuis des mois, la brodeuse façonnait de jour et détruisait la nuit. Curieux manège, me direz-vous. En voici la raison. L'absence prolongée d'Ulysse avait laissé vacant le trône royal. De nombreux intrigants le briguaient. Or, conformément aux lois en vigueur, l'unique moyen d'y parvenir était d'obtenir la main de sa veuve, Pénélope. Convaincue, nous l'avons vu plus haut, qu'elle ne l'était point, refusait farouchement l'idée d'un remariage. Mais sous la pression des ministres et du peuple, elle sentait peu à peu faiblir sa résistance. En désespoir de cause, elle avait fini par déclarer « Je ne choisirai un fiancé qu'après avoir achevé ma tapisserie, car je veux l'offrir aux dieux tutélaires, afin qu'après m'avoir pris un époux, il me conserve le second. » Qu'opposer à un argument aussi pertinent? Les candidats s'armèrent de patience, mais, désireux de surveiller l'avancement des travaux, s'installèrent au palais. Dès lors, Pénélope eut recours au simulacre que l'on sait. Et tandis qu'elle usait ses yeux à broder puis à débroder inlassablement, ses hôtes, indésirables, festoyaient à ses dépens, emplissant de joyeuses clameurs un lieu qu'elle eût souhaité mélancolique et silencieux, comme elle-même. Les choses en étaient là lorsqu'Ulysse revint. 10 années d'Odyssée succédant à 10 années de combat l'avaient rendu méconnaissable. Ne restait du fringant cavalier qui avait quitté Ithaque dans la force de l'âge qu'un vagabond fourbu à la barbe hirsute, à la peau burinée par les vents, aux cheveux précocement blanchis. Des guenilles complétaient sa métamorphose, ce qui, car il était rusé et usait volontiers d'artifice, lui inspira le stratagème suivant. « Je vais, se dit-il, m'introduire chez moi sous une identité d'emprunt. Ainsi, j'apprendrai sans que l'on cherche à me leurrer ce qui s'y est passé en mon absence. » Il se présenta donc aux portes du palais sous les traits d'un mendiant en quête de nourriture. La coutume autorisant les pauvres à ramasser les miettes tombées de la table des riches, les gardes le firent entrer. Il se traîna dans un coin sombre et observa. Ce qu'il vit lui déplut fortement. Dans ce lieu voué jadis au culte de la bravoure, ne sévissait plus que mollesse,
veulerie, concupiscence. Des convives gros et gras s'y prélassaient, baffrant comme des pourceaux, buvant, rôtant, plaisantant lourdement ou ronflant dans les vapeurs dégradantes de l'ivresse. De plus, comble d'abjection, ils puisaient à pleines mains dans le trésor royal pour assouvir leurs vices. S'approchant de l'un d'eux, Ulysse demanda où était Pénélope. « Dans sa chambre, occupée selon son habitude à tirer l'aiguille. » Tandis que, conformément au rôle qu'il s'était assigné, le faux mendiant s'éloignait en rampant, un aboiement rauque le fit sursauter. Un vieux chien aveugle boitait à sa rencontre et, l'ayant flairé, lui fit la fête. « Brutus !» souffla-t-il touché aux larmes. « Tu es le seul ici qui m'ait reconnu, le seul qui m'ait montré un quelconque attachement. Béni sois-tu, toi et tous tes semblables, car souvent le chien est plus humain que l'homme. » Sous ses caresses, l'animal rendit l'âme, tué par le bonheur. Un moment plus tard, Pénélope apparut. En dépit des mèches blanches givrant sa chevelure et des rides froissant son front majestueux, elle sembla à Ulysse plus belle que jamais. Il s'en fallut de peu que, se faisant reconnaître, il ne la prit dans ses bras pour l'embrasser follement. Cependant, au prix d'un violent effort, il réprima l'aimant qui le poussait vers elle. Il ne voulait jouir des délices de l'amour qu'après avoir goûté l'amère saveur de la vengeance. En apercevant le cadavre du chien, la reine eut l'air navrée. « Pauvre bête !» s'apitoya-t-elle. Il attendait son maître depuis si longtemps et sera mort sans l'avoir revu. Son regard se porta ensuite sur celui qui avait recueilli le dernier souffle de l'animal. « Brutus n'était qu'un chiot lorsque mon époux le recueillit, » ajouta-t-elle. « Il n'a vécu que peu de temps auprès de lui, mais sa fidélité, tout comme la mienne, fut sans faille. » À ces mots, une telle émotion étreignit Ulysse qu'il ne put retenir qu'un faible gémissement. « Pardonne-moi, » dit Pénélope, se méprenant sur le sens de la plainte. « Je me préoccupe du sort d'un chien alors que tu souffres. » Et d'appeler une servante afin qu'elle prenne soin du malheureux, lui lave les pieds et lui donne des vêtements ainsi qu'un bon repas. Or, cette servante était justement la nourrice d'Ulysse. Jugez de sa surprise en reconnaissant, sur la cheville du vagabond, la cicatrice d'une blessure qu'elle avait elle-même soignée lorsque son maître était enfant. Au regard qu'elle lui lança, il se sut démasqué. Alors, se penchant sur la vieille femme, « Garde mon secret, nourrice, » lui dit-il, car l'heure de vérité n'a pas encore sonné. Par une étrange coïncidence, ce jour-là, les prétendants avaient tenu conseil. Bien que rivaux, ils étaient tombés d'accord sur une chose. La tapisserie de Pénélope était un alibi destiné à gagner du temps, et ce jeu de dupes n'avait que trop duré. « Ce soir, qu'elle le veuille ou non, nous l'obligerons à prendre une décision, » décréta le doyen de la bande, un Crétois nommé Arbacès. Il fut unanimement élu porte-parole. Aussi, dès que la reine entra dans la salle commune, l'apostropha-t-il en ces termes. « Trêve de tergiversation, madame. Il vous faut sur l'heure choisir un époux. » Pénélope eut beau protester, affirmant haut et fort que tant de précipitation offenserait les dieux. Rien n'y fit. Pressée de toutes parts, elle finit par réclamer un dernier délai de réflexion et, en larmes, courut se réfugier dans ses appartements. Elle projetait de mettre fin à ses jours en absorbant un quelconque poison quand le mendiant frappa à sa porte. « Madame, dit-il en s'inclinant avec respect,
Faites-moi l'honneur de m'écouter, car je suis en mesure d'arranger vos affaires. » « Hélas, mon brave ami, comment le pourriez-vous » soupirait la reine. « Ma situation est désespérée. Peut-être moins que vous ne le croyez, à condition que vous vous conformiez à mes directives. Ordonnez que l'on dresse une cible et dites à ces seigneurs que vous serez à celui qui, en utilisant l'arc d'Ulysse, obtiendra le meilleur score. » Saisie d'une étrange intuition, Pénélope accepta la joute et son enjeu. Les prétendants également. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cet arc n'était pas un arc ordinaire. Son maniement requérait une force et une adresse considérables, si bien que, amollis par l'oisiveté et la bonne chère, aucun d'entre eux ne put arriver à le tendre. Quand tous s'y furent essayés en vain, le mendiant déclara « À mon tour maintenant ». Rires et quolibets fusèrent aussitôt. Avait-on jamais vu Pouilleux plus arrogant? Vouloir se mesurer à des princes de sang? Fi! Quelle audace! La reine s'interposa, exigeant qu'en dépit de sa condition sociale, il eût, lui aussi, le droit de tenter sa chance. « Pourquoi pas, après tout ?» s'esclaffa Arbaces. « Cela peut être divertissant. »« Certes, » répondirent ses compagnons, « mais à une condition. Qu'en cas d'échec, que cet impudent maraud périsse sous la torture. »« Je relève le défi, » dit tranquillement Ulysse. Et, d'un geste magistral, il expédia la flèche au centre de la cible. Un silence de mort salua sa performance. Alors, toujours aussi calme, il tourna son arme vers l'assistance et, à plusieurs reprises, tira. Un homme tomba, puis deux, et les cris d'épouvante remplacèrent les rumeurs de beuverie. « Hors d'ici !» ordonna l'archer aux survivants, et annoncez partout qu'Ulysse est revenu. Ce fut la débandade. Bientôt ne restèrent plus, dans la grande salle déserte, que les reliefs d'un banquet brutalement interrompu, des traces de sang sur le sol et un couple enfin réuni. L'histoire ne s'attarde pas sur les réjouissances qui scellèrent ces retrouvailles. Mais dès le lendemain, Pénélope reprit sa tapisserie. L'ayant terminée, elle l'offrit à Athéna, qui, en récompense, veilla à ce que rien, désormais, ne la sépara plus de son époux bien-aimé.